Europe 1, 8h32, la revue de presse. La revue de presse. Bonjour Natacha Polony. Bonjour Maxime, bonjour Julie et bonjour à tous. Bonjour. Ce matin, une de vos journaux, on met les morts en terre, mais on n'enterre pas les débats. Le Parisien, que vive Charlie, l'humanité, leur vie plus forte que la mort. L'écho de la Haute-Vienne, l'adieu aux victimes, mais pas aux idées. Le reste de la presse s'interroge encore. Le Monde, entre tribunes libres, reportages dans les écoles. Cette France qui n'est pas Charlie. Libération, qui retrace le parcours des tueurs. Un djihad français. Le Figaro, terrorisme, les États veulent contrôler Internet. Et puis pour ces 30 ans, la Tribune donne la parole à 30 intellectuels qui nous dessinent l'avenir, tous debout. Ce matin, Natacha, dans votre revue de presse, on s'attaque aux racines du mal. Mais oui, dans son éditorial de Libération, en introduction aux 4 pages d'enquête sur la dérive des frères Kouachi et d'Amédi Koulibaly, Laurent Geoffrin se veut équilibré. Le social n'est pas tout, commence-t-il. Il ira même jusqu'à préciser que la lutte est théologique et politique autant que sociale. Mais tout de même, il explique, la relégation sociale fournit aux recruteurs intégristes un vivier permanent. C'est d'ailleurs sensiblement les mots d'un enseignant quelques pages plus loin à propos de ses élèves. La fracture est certes ethnique, religieuse, mais surtout socio-économique, explique-t-il. On les exclut, on ne les regarde pas depuis des années, et à présent, on les enjoint à défiler et on ne comprend pas qu'ils n'obéissent pas. Puis on lit le long portrait d'Amédi Koulibaly dans Le Monde. Le jeune braqueur qui, selon ses amis, ne pense qu'au fric, qui se réinsère tout de même jusqu'à gagner 2200 € par mois chez Coca-Cola, qui voyage avec sa compagne en Crète, en République dominicaine, en Malaisie. Relégation sociale, disent-ils. Dans Le Monde aussi, on lit cette remarque d'un jeune homme de Grigny, qui n'est pas Charlie, parce que, dit-il, c'est une manière de cacher la misère des banlieues. Pourquoi ce sont toujours les derniers du classement qui se retrouvent profs chez nous, demande-t-il. Quelqu'un expliquera-t-il à ce jeune homme, animateur d'insertion, que c'est parfaitement faux et que les premiers à l'agrégation et au CAPES peuvent se retrouver en ZEP. Mal nommer les choses, décidément, c'est ajouter au malheur du monde. Il y a ceux, Natacha, dans la presse ce matin, qui mettent les pieds dans le plat. Oui, on le disait, la presse n'enterre pas encore les débats. Il y en a même qui sortent les cadavres du placard. Marianne met en une un dessin de Soulcier, un crocodile versant des larmes avec son panneau « Je suis Charlie » et Maurice, le chien anarchiste de Charb, se soulageant sur ses chaussures. Le titre « Méfions-nous du bal des faux culs ». Dans le journal, Jean-François Kahn rappelle les massacres du GIA en Algérie et cette presse française qui expliquait que ce n'étaient pas les islamistes qui tuaient, mais les militaires. Et quand les islamistes tchétchènes tuèrent 186 enfants, poursuit-il, les médias s'acharnèrent sur Vladimir Poutine. Et puis, un article d'Éric Conan qui rappelle comment tous ceux qui ont voulu alerter sur les reculs de la laïcité ont été traités d'islamophobes. Abdelwahab Medeb qui analysait l'islamisme comme la maladie de l'islam. Abdenour Bidar, que des facilitateurs d'islamophobie. Contrairement à d'autres, Malek Bouti fait son mea culpa dans l'article. « Je viens de SOS Racisme, dit-il, on a fait une faute en 1989 au moment de l'affaire du voile. Nous aurions dû être dans le camp de ceux qui étaient implacables. » Alors on ira lire dans Le Monde des livres la compilation de textes d'écrivains livrant leurs craintes et leurs espoirs pour répondre à la terreur. Pas forcément celui de Christine Angot, qui en profite pour dire, alors bien sûr, tout le mal qu'elle pense de Michel Houellebecq, dont selon elle, il ne faudrait même pas parler, mais plutôt l'interview de Kamel Daoud, lui-même visé par une fatwa. Ou le texte d'Olivier Rollin, qui analyse le terme d'islamophobie en termes très très crus, presque violents. Les Kouachi, les Koulibaly, Boko Haram, les égorgeurs du califat de Mossoul, s'interroge-t-il, n'ont-ils rien à voir avec l'islam ? Les croyants pacifiques, dit-il pourtant, j'aimerais passionnément croire qu'ils seront, que nous serons ensemble les plus forts. Mais ajoute-t-il, j'aimerais bien savoir si les Juifs de France n'ont pas peur de l'islam. Moi, en tout cas, dit-il, j'ai peur de l'islam, mais je n'ai pas peur de le dire. Alors on lui répondra qu'affronter les peurs, y répondre par la parole, par les valeurs communes, voilà sans doute notre plus bel espoir. Natacha, on va changer complètement de sujet. Il est question ce matin de l'Europe et plus précisément de la Banque Centrale Européenne. Et oui, parce que pendant ce temps, la crise poursuit ses ravages en Europe, chômage de masse, destruction des services publics. Change-t-on vraiment de sujet ? Dans Libération, Benoît Cœuré, membre du directoire de la Banque Centrale Européenne, donne le plus fabuleux exemple de langue de bois qu'on puisse rêver. La zone euro, devenue trou noir de la croissance ? Mais non, ça touche l'ensemble des pays développés. C'est parce que les économies ne sont pas assez ouvertes. Traduction, il faut encore libéraliser. La déflation ? Pas du tout, on n'y est pas encore. Bon, les prix commencent à baisser et la croissance est nulle, mais non, tout ça va se stabiliser. Et la Grèce ? C'est la démocratie. Le peuple grec doit décider comment réintégrer le concert des économies européennes.
Mais, quel que soit le résultat des élections, dit-il, les réformes à faire sont déjà décidées. Le plus jamais comme avant, ça n'est pas dans tous les domaines. Vous avez tenu ce matin, Natacha, à nous parler de concours télévisés. Mais oui, ça c'est une très intéressante enquête de Marianne sur la multiplication de ces émissions concours. Vous savez, le meilleur pâtissier, la meilleure couturière, la meilleure mère même. La mise en scène caricaturale des vrais gens, la cruauté des commentaires. Mais aussi, nous dit l'article, la mise en valeur des métiers manuels, l'idée que le mérite et l'effort sont des valeurs partagées, que l'émulation est positive et permet de donner le meilleur de soi-même. À l'heure où l'école juge les notes traumatisantes, où certains développent une culture de l'excuse, le succès de ces émissions, ce serait comme un message adressé aux politiques. Un clin d'œil dans cette revue de presse. Oui, dans la série des métiers manuels, le site Atlantico nous apprend que des scientifiques se sont lancés dans une expérience cruciale, comme on les aime. Donc des groupes d'étudiants chargés de construire une arme préhistorique. Vous voyez, une lance avec un silex, enfin une pierre, etc. Donc certains seuls à partir d'un modèle, d'autres en observant quelqu'un qui possède la technique, et d'autres encore en écoutant les explications de l'expert. Et bien, surprise, c'est le groupe qui utilise le langage qui réussit le mieux. Conclusion des scientifiques, le langage humain s'est développé pour les nécessités du bricolage. Alors on aurait pu aider ces scientifiques en leur expliquant qu'en effet, le langage est le fondement de la transmission, qui est l'essence de l'humanité, et que des jeunes qui possèdent 500 mots de vocabulaire, comme le déplore un professeur dans les pages du Monde, aura sans doute du mal avec le bricolage ou avec la tolérance, mais ils devraient trouver le mode d'emploi d'une Kalachnikov assez facilement. Passez-moi la perceuse en attendant. Merci beaucoup, c'était la revue de presse Merci. de Natacha Polony sur Europe 1.